Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui va revenir un petit peu sur la biologie de Pandora dont j'avais déjà parlé dans une vidéo intégralement dédiée au premier film Avatar. Avant de commencer, je vais essayer un petit peu de changer de stratégie, vu les statistiques que j'ai pu avoir sur la chaîne, car il semble que les annonces que je fais en fin de vidéo ne sont pas vraiment vues, ou en tout cas n'ont pas d'impact. Du coup, je le dis maintenant, et je vais essayer de le faire sur plusieurs vidéos pour voir si ça change quelque chose. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça va beaucoup aider pour le référencement, également à la partager, ça va aider à mieux la faire connaître, et également vous pouvez vous abonner et activer la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Du coup, vous êtes peut-être nombreux et nombreuses à avoir été dans les salles pour voir le dernier film de James Cameron, Avatar 2, La Voix de l'eau. On retrouve, après 13 ans d'absence, l'écosystème de Pandora, qui déjà dans le premier film était extrêmement fouillé, et là il est encore plus détaillé puisqu'on va explorer de nouvelles zones, à savoir tout ce qui concerne la zone marine. Alors, est-ce que d'un point de vue de la biologie, ce film fait aussi bien que son prédécesseur? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, alors je vais essayer de pas spoiler, alors que j'adore ça, mais bon, je vous laisserai découvrir le film. Du coup, ce que je peux vous dire, et ça c'est pas du tout du spoil parce qu'on l'a vu partout dans toutes les bandes annonces et les teasers, c'est que la famille de nos deux héros, à savoir Neytiri et Jake Sully, vont partir de leur forêt pour aller sur les archipels afin de s'éloigner des conflits et de protéger leur famille. Raison pour laquelle on va découvrir en partie l'environnement marin de Pandora. Alors pour commencer, avant de parler véritablement des espèces marines, je vais parler des différences morphologiques criantes qu'il y a entre les Omaticaya, le peuple de la forêt, et le nouveau peuple que l'on découvre, les Metkayina, qui vivent justement au niveau des récifs et de la mer un peu profonde. On voit que morphologiquement, justement, ces deux groupes sont assez distincts. On pourrait même dire que ce sont des sous-espèces. Déjà, dans les différences, il y a un torse qui est beaucoup plus large et musclé chez les Metkayina, qui est peut-être dû à l'utilisation intensive des bras pour la nage, mais qui est sûrement un facteur génétique puisque l'on voit que les traces que laisse la cage thoracique sur la peau diffèrent entre les Metkayina et les Omaticaya qui sont beaucoup plus fins et grêles. Notamment, les avant-bras et les jambes, au lieu d'être fins et longs, sont gros et aplatis au lieu d'être cylindriques, avec une partie plate justement servant de rame qui vient s'ajouter sur le bord extérieur des membres, très pratique pour se déplacer dans l'eau. La queue des Metkayina est également beaucoup plus grosse et musclée, aplatie à son extrémité, ce qui permet de l'utiliser pour se propulser dans l'eau, et on note également l'absence de touffes de poils à son extrémité, qui déjà n'est pas très pratique quand on est dans l'eau parce que ça crée des turbulences, et permet justement d'avoir la peau de cette nageoire caudale qui va mieux sentir les différents courants et aider la personne qui l'a à se propulser efficacement. Une autre différence subtile que l'on voit si on prête véritablement attention, c'est que les Metkayina ont une paupière nictitante, à savoir une troisième paupière transparente qui vient recouvrir l'œil. Ça leur permet de protéger justement leurs yeux pendant la plongée, d'éviter que ça brûle, et elles se rétractent en surface. Justement, cette paupière transparente est très intéressante parce qu'on peut se dire qu'en plus de protéger, on peut imaginer qu'elle corrige les déformations de l'image dues à la différence d'indice entre l'eau et l'air, et donc partir du principe qu'elle apporterait une correction de la vue qui permettrait d'y voir aussi clair sous l'eau et de manière précise qu'à la surface, un peu comme on le fait nous avec des lunettes de plongée. Également, les yeux sont beaucoup plus grands chez les Metkayina, ce qui est un avantage non négligeable pour voir dans des conditions de faible luminosité à quelques mètres sous la surface. Leurs oreilles sont plus petites et semblent avoir des muscles placés différemment permettant de mieux les appliquer contre le crâne afin d'amoindrir les traînées dans l'eau. Les marques de camouflage sur leur corps sont également très différentes des Omaticaya qui vivent dans la forêt. Alors que ces derniers ont des zébrures assez rectilignes, un peu à la façon des félins ou des zèbres, justement, chez les Metkayina, justement, ce sont des ondulations, un peu à la manière des formes que laissent les vagues dans le sable, ou justement des vagues elles-mêmes. Bon, également il y a la couleur de la peau, mais je ne pense pas qu'il y ait une autre raison que scénaristique afin de différencier plus facilement la famille de Neytiri et Jake, mais on peut imaginer également que ça a pour origine l'effet fondateur du fait que ce sont des petits groupes qui vont rapidement pouvoir changer de morphologie du fait de leur faible diversité génétique. Mais bon. Également, à propos d'effets fondateurs et de problèmes d'adaptation, il y a un truc qui me chiffonne quand même, c'est que les Metkayina semblent avoir tous des cheveux bouclés. Alors franchement, je suis mitigé. Parce que, dans un sens, ça peut être une bonne idée, parce que ça a tendance à sécher un peu mieux et un peu plus vite à l'air libre, mais en même temps, on pourrait se dire que s'ils sont si adaptés à l'eau, avec tout ce qu'on a vu, ils pourraient avoir beaucoup moins de cheveux, voire des cheveux beaucoup plus courts. Et visiblement, c'est pas totalement le cas.
En tout cas, je sais pas si c'est pertinent, mais c'est un détail que j'ai remarqué. Passons maintenant à la faune et la flore marine. Alors là, on en a plein la vue. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de types d'animaux, et franchement c'est très drôle un petit peu quand on s'y connaît dans les espèces terriennes, parce qu'on les voit de façon totalement nouvelle, recyclées un peu dans Pandora, mais c'est ce que faisait déjà le premier film, et il le faisait très bien, hein. Mais bon, c'est drôle de voir que les mêmes choses sont toujours utilisées. Déjà, on remarque qu'il y a deux grandes catégories d'animaux. Premièrement, les invertébrés, et ensuite les vertébrés. Les invertébrés ont plutôt une architecture simple, ça va être grosso modo des vers plats ou des trucs comme ça. On remarque également que tous ces organismes ont 4 yeux, donc 2 paires, qui est visiblement le trait de base de tous les organismes vivants sur Pandora. Bon, il y a un truc, une espèce de méduse plate qui est une exception qui n'a pas d'yeux du tout, mais bon, c'est une exception parmi tout le reste, et donc ça renforce mon hypothèse, à mon sens, que les Na'vi et leur groupe évolutif, à savoir les prolémures, ne viennent pas de Pandora, mais d'ailleurs. En gros une autre lune de Polyphème, hein. Alors, pour parler un peu plus en détail sur les animaux, on va découvrir, bien entendu, comme on l'a fait dans le premier film, des montures, ou d'autres animaux emblématiques. Alors déjà, il y a les élous, les montures aquatiques de base des Metcaïna, qui ressemblent un peu à un plésiosaure. Alors, quand je dis la monture de base, hein, c'est vraiment la monture de base, c'est celle que les enfants apprennent en premier, et quand ils sont un peu plus experts, on part sur des trucs un peu plus compliqués. Ce sont des animaux dociles, pas trop rapides, mais quand même endurants, donc c'est pour ça que c'est bien pour les enfants pour commencer. Ce qui est intéressant chez ces îlots, c'est que leurs évents, pour la respiration, comme j'en parlais avant, ne peuvent pas être au niveau des épaules comme on le voit partout sur les animaux terrestres de Pandora. Et c'est très intéressant parce que l'équipe de biologie, justement, qui fait partie de l'équipe de création de ce film, a pensé à ça. Leurs évents ont migré, et ne sont plus à la base des épaules, mais au niveau de la tête, un peu à l'arrière du crâne. Et c'est plutôt logique, vu qu'avec leur cou long et flexible, ils n'ont aucun souci à sortir la tête de l'eau, et justement quand ils nagent à la surface, ils gardent la tête hors de l'eau, alors que leurs épaules, elles, sont toujours immergées, et donc c'est très pratique d'avoir les évents ici, puisque ça permet de rester à la surface et de se reposer, ce qui serait totalement impossible pour des animaux terrestres qui conduiraient forcément à la noyade. Également, comme on peut s'en douter, ces évents sont capables de se refermer en plongée pour ne pas laisser rentrer l'eau, ce qui n'est pas du tout le cas des animaux terrestres. L'autre animal emblématique que l'on voit dans le film, et qui est même présent sur l'affiche, c'est le tsourak. Il est inspiré pour la tête d'un mélange entre le gharial et du poisson alligator, et pour les nageoires démesurées servant d'ailes, clairement c'est l'exocète, aussi connu sous le nom de poisson volant. Cette monture est beaucoup plus agressive, nerveuse et compliquée à maîtriser, puisque on peut l'utiliser à la fois pour voler ou pour se déplacer dans l'eau, et c'est pour ça qu'elle est réservée aux plus chevronnés. Donc normalement, les enfants n'utilisent pas du tout ces montures. C'est même typiquement la monture de guerre, parce qu'elle est rapide, nerveuse, et que, en plus, elle est impressionnante. Alors le truc réaliste par rapport à ce qui est la source d'inspiration, à savoir l'exocète, c'est que la queue est toujours dans l'eau et est utilisée pour battre justement et se propulser, et les nageoires pectorales hypertrophiées sont utilisées pour planer ou voler. Ce qui est très intéressant, c'est que cet animal est véritablement un poisson. C'est très fugace, mais on peut voir des branchies quand il est sous l'eau au tout début quand Jake essaye de le dompter, et quand on va chercher dans la documentation dessus, on voit effectivement qu'il a à l'arrière de la tête des branchies. Et moi je me suis posé la question justement au début, est-ce qu'il a un système pour garder les branchies humides, comme le font certains poissons qui vivent à terre mais qui ont besoin de garder leurs branchies humides, ou comme le font certains crabes terrestres? Ou est-ce qu'il a carrément un poumon? Et justement, c'est super intéressant parce que j'ai cherché et il se trouve qu'il a également un système pulmonaire, et donc qu'il peut également respirer l'air. Donc c'est très pratique, quand il est sous l'eau, il utilise ses branchies, quand il est dans l'air, il utilise ses poumons. C'est exactement ce qu'on a avec les poissons à poumons qu'on trouve sur Terre, qu'on appelle les dipneustes. L'autre animal emblématique du film, c'est les tulkuns, des espèces de baleines. Du fait de la taille gigantesque de cet animal, et de l'absence de cou comme nos baleines terrestres, donc contrairement aux îlots, il n'y a pas de migration des voies respiratoires vers la tête. C'est vraiment quelque chose qui ressemble à nos baleines, c'est-à-dire que les voies respiratoires ont migré au niveau du dos, alors que chez nos baleines, ça a migré en haut de la tête. Donc elles ont vraiment des évents que l'on voit à un moment du film, et franchement, là encore, c'est cool, parce que c'est quelque chose qui a été pensé justement par des biologistes, on le voit. Donc voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur la faune marine.
Bon, concernant le film, franchement, je vous conseille d'aller le voir, il est à mon sens très cool. Bon, il est pas parfait, et il y a quand même des petits problèmes, mais le voir c'est quand même cool, surtout avec la 3D qui est franchement bluffante. Petit ajout au moment du montage, je suis tombé sur une très bonne vidéo de Tracy Explainer, qui s'appelle The Biology of Avatar 2, qui fait visiblement le même travail que moi mais de façon beaucoup plus poussée, car il a entre autres essayé de reconstruire un arbre évolutif des différentes espèces que l'on voit sur Pandora, et il a même réussi à remarquer des détails auxquels je n'avais pas du tout prêté attention, comme le fait que les Tulkun aient encore un doigt vestigial sur leur nageoire. Donc bon, si jamais vous parlez anglais, ou si au moins vous le comprenez un petit peu, je vous encourage à aller voir cette vidéo, elle est franchement bien faite. Voilà. Bon, j'arrête ici mes pérégrinations sur le film, je vous encourage à aller le voir, franchement, c'est cool. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo un peu chill de l'année qui revient sur le film Avatar 2 et ce que j'avais dit précédemment sur le film Avatar 1. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.